Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bienvenue sur Alcaline TV. On est majeur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique avec un sujet que vous allez beaucoup aimer, surtout ceux-là qui aiment le changement, ceux-là qui aiment Félix Tshisekedi ou ceux-là qui aiment notre Congo, notre patrie, notre beau pays. Quand je parle de ça, je vois l'ennemi, le mal qui se passe dans le camp de l'ennemi. Corneille Nangaa ne serait plus le chef de l'AFC M23. Je vais vous expliquer cela. Qui l'a remplacé? Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur se retrouve en fuite. Hein? À Okima. À Okima nae, ne tolo babongo aza à Lubumbashi. À Lubumbashi, des places aza ne bisika aza. Osenga vraiment aide. Batoba aider. Parce que il est là-bas comme un otage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous raconter de cela aujourd'hui sur Décryptage politique. Mais avant cela, je tiens encore une fois à décrier l'agression de cette Kikouni, André-Claude Lubaya et Don Pierrot Sadi, qui est chargé de mission de Moïse Katumbi. Ces trois personnes étaient, comme vous le savez, Moïse Katumbi, cette Kikouni, ce sont des opposants politiques en RDC. Cette Kikouni a récemment quitté la RDC pour aller en exil. Il a fui le dérive autoritaire de de Félix Tshisekedi. Il a fui pour sa peau parce qu'il a vu que tout le monde est arrêté. Alors, pourquoi pas lui? Parce que déjà, il avait échappé à cela, à son arrestation. Alors, il a jugé bon de quitter la RDC. C'était la semaine passée. Il a fui pour aller en exil. Mais il se peut que là où il est parti, il devait se rencontrer, lui et quelques autres membres de l'opposition. Après s'être rencontrés, il y avait quelqu'un qui avait leur location. Alors, il a décidé d'alerter le gouvernement de Kinshasa. C'est ainsi que, d'ailleurs, on voyait même la vidéo. J'ai vu ce qui s'est passé. En tout cas, il y a des personnes qui ont voulu aller et qui ont tenté de les agresser. Seulement, ils n'ont pas eu cette chance. C'était pas bien orchestré parce que c'était dans un restaurant, c'était dans un lieu public. On ne peut pas vous laisser faire ce que vous voulez. Donc, voilà pourquoi d'ailleurs les membres de l'AFC M23 disent que Félix Tshisekedi dépasse les limites. Joseph Kabila ne le faisait pas, soi-disant, mais lui, il le fait même jusqu'à l'étranger. Ils ont donné l'exemple. Vous pouvez même comprendre l'exemple de Pierrot Louara, qui a été agressé en Belgique. Donc, on dépasse même les frontières congolaises pour aller commettre ce genre de choses, indiscriminées, arrêter les gens arbitrairement jusqu'à l'étranger. Est-ce que ça se fait? Si le président Félix Tshisekedi est derrière ça, alors je n'encourage pas ça. En tout cas, c'est pas une bonne chose. Il y a la liberté d'expression. Nous sommes dans un état de droit. Tout le monde a la liberté de s'exprimer. Vous ne pouvez pas imposer aux gens une ligne de conduite, une manière de conduite. En tout cas, surtout l'opposition. L'opposition aussi est protégée dans les articles 6 et 8 de la Constitution. L'opposition est protégée. Alors, je ne vois pas pourquoi l'opposition doit se sentir si menacée qu'elle puisse vouloir quitter le pays. Dans tout pays, il y a l'opposition. Dans un pays là où il n'y a pas d'opposition, c'est un royaume, c'est un pays où il n'y a que la parole du roi qui existe. Alors, vous ne pouvez pas faire de ça la RDC. La RDC est un état des droits, c'est un pays démocratique. Alors, pourquoi chercher à faire arrêter des gens arbitrairement? S'ils ils vous ont insulté, ils ont dit des choses qui ne vous ont pas plu, il y a toujours un mécanisme à suivre pour mettre ces gens-là, traduire ces gens-là en justice. Il y a le CISAC qui est là,
Vous pouvez imposer, envoyer des mandats d'arrêt, demander à ces gens-là de s'expliquer. S'ils n'arrivent pas à s'expliquer, il y a toujours la loi qui peut les condamner, mais pas aller jusqu'à agresser des gens, des arrestations arbitraires, un peu comme Shadari jusqu'à aujourd'hui, Robin Minakou, vous allez être des gens sans mandat d'arrêt. Donc, en tout cas, il y a violation de la Constitution, violation des droits de l'homme. En tout cas, c'est à décrier, c'est encore une fois à déplorer vraiment. En tout cas, je prie aux personnes qui sont derrière tout ça de veiller à ce que cela change parce que cela est en train de discréditer l'image de la RDC parce que tout ce qu'on fait, vous pouvez penser que cela n'est pas vu par la face du monde, mais il y a des ONG internationales qui veillent sur tout ça. Voilà pourquoi quand on comptabilise les violations de droits de l'homme, la RDC a toujours été citée parce que tout ce qui se fait est en train d'être enregistré. Donc, voilà un peu, voilà pourquoi d'autres diront du temps de Joseph Kabila, on avait tué que 7 ou 8 journalistes. Du temps de Félix Sekedi, du temps de Joseph Kabila, c'était 8 durant 18 ans. Du temps de Félix Sekedi, on en a déjà tué, je ne sais pas, 13, juste pendant 7 ans. Vous voyez, donc Félix Sekedi fait pire que Joseph Kabila. Pourquoi on arrive à ça? C'est parce que tout est enregistré. Donc vous allez faire des choses maintenant pensant que non, vous n'allez pas être rattrapé par la justice, mais en tout cas, vous allez toujours être rattrapé par la justice. Alors, je prie vraiment aux personnes qui sont derrière tout ça de vraiment temporiser. Hein. Bon, deuxièmement, ceux qui pouvoir les abino, ce n'est pas en cherchant à violer la Constitution, affaiblir l'opposition par les arrestations et consorts que vous allez gagner les élections. Et d'ailleurs, les mêmes opposants soutiennent les personnes qui vous ont déjà dit si vous osez changer la Constitution ou être au pouvoir après 2028, vous verrez ce que ces gens-là vont vous faire. Maintenant, à quoi ça sert de faire tout ça? C'était juste une parenthèse que je voulais faire avant même de continuer avec le décryptage politique d'aujourd'hui. Alors, je vous passe d'abord une vidéo de Félix Sekedi. Il nous dit que le mal vient de nous, le mal vient de nos institutions. Il faudrait qu'il y ait filtrage avant qu'on puisse revenir sur Nanga. Alors, je passe ça. Ça prend un peu du temps, hein. Je tiens à m'excuser pour ça. Faut comprendre. Technologie à l'élo, mon boulot. Mais ça va passer, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. Là, c'est un problème de réseau. Bon, je vais vous passer la vidéo après. Hein. Je vais vous passer la vidéo après, mais je vous explique d'abord ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse Nyarugabo, il est celui qui remplace Corneille Nangaa. Il est celui qui remplace Corneille Nangaa. Corneille Nangaa n'est plus le dirigeant, le président de l'AFC M23. Je vous rappelle que M23, c'était ce groupe des militaires, ce groupe des rebelles qui opérait à l'est du pays depuis les années 2012. Alors, c'était juste des militaires
Alors, ils se sont dit, bon, ils ont créé un plan. Le plan était de prendre l'Est de la RDC par la force et après avoir pris les parties, les terres du Nord et du Sud Kivu, il fallait qu'on puisse nommer une administration pour s'occuper, parce que c'était déjà planifié que le Rwanda puisse nommer des personnes qui vont diriger ces deux provinces. Voilà pourquoi à peine conquis Goma, ils ont nommé leur propre gouverneur. Après avoir pris Bukavu, ils l'ont fait de même. Ils ont nommé leur maire de la ville. Ils ont même leur police, qui n'est pas la police de la RDC. Donc, vous comprenez que ce sont des gens qui étaient organisés, qui avaient déjà tout planifié. Alors, ils ont mis les deux ensemble, l'AFC qui s'occupe de de la politique, de l'administration et le 1-23 qui s'occupe de prendre les terres, de récupérer des localités. Alors, à la tête de l'AFC, c'était Corneille Nangaa. Alors, aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il a été remplacé par Moïse Nyarugabo. Pourquoi on a mis Moïse Nyarugabo? Parce qu'on a vu que Corneille Nangaa, il avait échoué. Il a échoué, comme vous l'avez vu un peu vous l'avez vu récemment, c'est comme s'ils étaient bloqués seulement à Bukavu et à Goma. C'est là qu'ils sont bloqués. Bien qu'ils aient pris Uvira, ils n'ont pas évolué jusque-là. Et dernièrement, ils ont perdu Uvira. Alors, ils ont dit non, Nanga n'est plus la meilleure personne, n'est plus la bonne personne pour diriger la CM23. Et d'ailleurs, on l'a vu, chaque fois qu'on voit Nanga, il est entouré des enfants, il est dans des écoles. Alors, on a vu qu'il n'a pas cette capacité de gérer l'armée militaire des adultes. Nanga n'a jamais été militaire. Vous allez vous rappeler, il était le président de la CENI. Donc là, Nanga n'était pas vraiment supposé s'occuper de cette rébellion, diriger cette rébellion. Donc, au vu de son incapacité, voilà pourquoi on a nommé Moïse Nyarugabo. Moïse Nyarugabo, donc désormais, chaque localité qui sera prise par l'AFC M23, c'est Moïse Nyarugabo qui va tenir des meetings, des réunions. Alors, ce dernier, d'ailleurs, a promis de ne pas vraiment plaisanter. Il a promis d'aller jusqu'à Kinshasa. Donc, il va prendre de Uvira jusqu'à Kinshasa. Lui, c'est un militaire. Il a dit qu'il va s'occuper de ça parce que Nanga était tellement trop faible et consort. Il y avait beaucoup de raisons. D'ailleurs, par rapport au comportement de Nanga, il y a même un membre de la société civile qui a ironisé en disant que quand un chef de guerre commence à chercher refuge derrière des cartables, c'est que la fin n'est plus une hypothèse, mais une échéance. Parce qu'on a trouvé que ce que Nanga faisait était lâche. Il ne pouvait pas transformer les innocents en boucliers humains improvisés parce qu'il était derrière toujours les enfants et consorts. Alors, c'est comme une façon de se cacher, une façon de ne pas se montrer présent là où il devait être présent. Alors, c'est toujours dans cette même tension que le Rwanda, pas le Rwanda, qu'est-ce que je dis là? Corneille Nangaa a décidé de fuir. Il a fui d'abord il a fui de Goma à Bukavu et puis de Bukavu, au moment où je suis en train de vous parler, Nanga est à Lubumbashi. Il est à Lubumbashi et de Lubumbashi, là où il a envoyé un appel. Il a fait un appel à la communauté internationale. Il a fait un appel aux Congolais de l'aider parce qu'il se trouve, selon lui, il est retenu en otage. D'ailleurs, il a été enregistré par le Rwanda, ce qui soulève des questions sur sa situation réelle parce que on se demande si c'est un piège ou si c'est vrai parce qu'il a été enregistré par les Rwandais. Vous savez tous avec les Rwandais, ils vont vous contrôler, surtout quand vous avez passé autant de temps avec eux.
vous connaissez tous leurs secrets et consorts, donc on ne peut pas juste vous lâcher comme ça. Vous allez vous rappeler de l'autre là qu'on a tué, parce qu'il connaissait déjà beaucoup de leurs secrets, alors on ne peut pas juste vous laisser comme ça. Alors, est-ce que le Rwandais ne veut pas tuer Nanga, ou bien c'est une stratégie du Rwanda d'utiliser Nanga comme bouclier? Je sais, nous savons tous que le Rwanda, euh, le Rwanda a utilisé, l'AFC a utilisé Nanga pour faire croire à la communauté internationale que le problème que la RDC avait était un problème congolo-congolais. Voilà pourquoi chaque fois que Kagame passait devant la caméra, il disait toujours qu'il n'avait rien à voir avec le conflit entre les M23 et la RDC, et que la RDC devait traiter avec les M23 parce que ça ne concernait pas le Rwanda, parce que c'était normal pour lui de mettre un Congolais à la tête à la tête de ce mouvement pour faire croire à la communauté internationale que le problème que nous avons, ce n'est pas un problème, nous n'avons pas un problème avec le Rwanda, mais nous avons un problème avec nos propres frères congolais, parce qu'on veut nous faire croire que le Congo, les M23, ce sont des Congolais qui sont derrière ce mouvement, vous comprenez. Alors, je vous cherche un peu cette vidéo de Félix Tshisekedi, et puis je vous reviens juste après. Voilà, nous suivons, c'est maintenant bon, on peut suivre la vidéo. On suit Félix Tshisekedi qui est en train de nous parler un peu des problèmes que nous avons dans notre pays. On parle là, on est en train de parler des Nanga. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Suivons un peu ça. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Je recommence un peu. Et je peux vous dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela. Mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Je recommence ça un peu. Et je peux vous le dire avec assurance que le mal était profond. Le mal, quand je dis profond, c'est-à-dire il avait miné nos institutions. Cette guerre, si elle a duré aussi longtemps, c'est parce qu'elle prend ses racines dans notre pays, dans nos institutions. Donc ce que nous faisons est vraiment un véritable déboulonnage. Nous sommes non seulement en train de mettre en sécurité, définitivement d'ailleurs, je l'espère, nos compatriotes de l'Est qui ont payé un lourd tribut à cela. Mais nous sommes aussi en même temps en train de mettre fin à cette infiltration dont nous avons été victimes pendant près de 30 ans maintenant. Voilà, on a tout suivi ce que Félix Tshisekedi a dit, le président de la République. Nous parlions de Corneille Nangaa qui se retrouve aujourd'hui en fuite, lui qui était le président de la CENI, et puis il a quitté la CENI pour devenir rebelle. Après, il est en fuite. Il est en fuite. S'il veut, cherche
c'est que des gens de bonne foi puissent l'aider parce il est retenu en otage par les Rwandais. Alors, le président de la République a dit que les mal étaient même dans les constitutions de la RDC. Je vous ai parlé l'autre fois de la constitution, de l'article 217. Le mal est profond. Oui, c'est vrai ce que le président a dit. Nous avons beaucoup de personnes dans notre gouvernement qui ne devaient pas être là. Nous sommes infiltrés. Le président parlait même de déboulonnage. Il y a des personnes qui ne travaillent pas pour des causes des Congolais, pour les intérêts des Congolais, qui travaillent pour des causes étrangères, pour les intérêts des impérialistes. Nous en avons dans notre gouvernement. Il y a des gens qui aujourd'hui font semblant de travailler pour Félix Tshisekedi, pour les Congolais, mais demain, ces mêmes personnes peuvent devenir des rebelles. Mais je me dis, le président a dit qu'il est en train de faire des boulonnages parce qu'on est infiltré et qu'on sort. Mais qu'est-ce qui est fait réellement sur le terrain? Qu'est-ce qui est fait? Parce qu'aujourd'hui, nous avons encore ces gens-là dans le gouvernement. Je peux vous parler de Gazita, Olivier Gazita, ce général d'état-major qui était envoyé d'ailleurs à l'est du pays quand on voulait que Uvira puisse Uvira ne puisse pas tomber. On voulait que Uvira, les gouvernements puissent envoyer des généraux qui puissent empêcher l'infiltration des M23 à Uvira. On avait envoyé ce général-là, vous allez vous rappeler, je vous avais passé ça sur des décryptages politiques. La population d'Uvira s'était levée à l'unisson pour décrier cela et pour dire non. C'était un peu grave parce qu'on avait tiré sur eux, il y avait des personnes qui étaient mortes, mais ces personnes étaient mortes pour une bonne cause. Ces gens-là ne voulaient pas que Uvira un jour puisse tomber à cause de ce monsieur-là qui avait déjà permis à ce que Goma puisse tomber. Parce que c'est ces messieurs qui étaient derrière les opérations militaires à Goma, quand Goma est tombé. Alors, ce monsieur, c'est un Tutsi, mais il est dans l'armée. Je ne veux pas discriminer la population de Banyamulenge, mais ce monsieur n'a pas des origines de Banyamulenge. Nous devons nous le dire, c'est clair. Ce monsieur n'a pas les origines de Banyamulenge, ceux-là qui étaient venus en RDC vers les années 1880. C'est différent. Il n'y a pas que lui. Je vais vous parler d'un autre Congolais, Willy Kishiki, le député national qui dirige les Wazalendo. Je voulais passer aussi sur des décryptages politiques l'autre fois. Il disait sur Télé 50 comment lui, il dirige les M23. Les M23 travaillent ensemble avec les FARDC. On lui a posé, le journaliste lui a posé très bien la question. Est-ce que les Wazalendo ne sont pas une bombe à retardement? C'est-à-dire ces mêmes rebelles qui aujourd'hui, ces mêmes jeunes gens armés qui aujourd'hui combattent aux côtés des FARDC, est-ce que ces gens-là ne peuvent pas demain être des rebelles? Willy Kishiki avait dit quoi? C'est une possibilité. Donc, il y a une possibilité que ces gens-là, ces rebelles-là, ces Wazalendo, ces patriotes, puissent devenir des rebelles parce que s'ils ne sont pas pris en charge, parce qu'ils ne sont pas payés, ils ne sont même pas reconnus par le gouvernement. Alors, comment est-ce que vous pouvez espérer que ces gens puissent continuer à travailler pour les intérêts des Congolais s'ils ne sont pas rémunérés? Ce monsieur, il avait dit haut et fort qu'il était prêt à laisser son poste de député national pour prendre soin de ces gens-là. Vous comprenez? Au Congo, nous savons, il y a une réalité qui est là et qui existe, que tout le monde ne peut pas, que vous ne pouvez pas nier aujourd'hui. Quand vous avez une arme au Congo, vous êtes chef. Quand vous avez une arme au Congo, vous êtes la loi. Quand vous avez l'argent, vous êtes aussi la loi. C'est ça. À l'est du pays, aujourd'hui, on a plus de 120 groupes armés. Tous ces groupes-là, c'était des jeunes gens à qui on a donné des armes. Ok, vous voyez, si vous pouvez vous faire de l'argent ici, vous voyez, tout ça, toutes ces parties à des minéraux, occuper, tuer des gens, chasser les gens, commencer à exploiter ça ici. Il y a des blancs qui vont venir, vous allez vendre les minéraux à ces blancs-là et vous allez, c'est comme ça que vous pouvez exister. Et vous trouvez que, oh, c'est vrai, ils commencent à faire ça. Oh non, on a fait l'argent. On se fait de l'argent. Voilà pourquoi on peut facilement
accroître le groupe. S'ils étaient moins nombreux, ils deviennent plus nombreux, ils achètent plus d'armes. Et demain, commence à parler de tous ces milices-là dont on parle aujourd'hui, la milice Zahir, milice Mapi. C'était des gens qui auparavant avaient commencé quelque part. Il y a ceux-là qui étaient des membres de l'armée, des FARDC, qui aujourd'hui sont devenus des rebelles. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas esquiver. Si le M23 se permet aujourd'hui de dire que le gouvernement congolais doit, le gouvernement congolais, les FARDC touchent $100 au moment où eux, par soldat, ils touchent $5,000 et les Wazalendo touchent $0. C'est parce que ils sont nourris, pas seulement par les M23 et le Rwanda. Il y a des opposants congolais. On avait cité l'autre fois Moïse Katumbi qui soutenait ces gens-là. Il y a aussi les grandes puissances qui sont derrière ce mouvement. Et ces gens aussi se nourrissent eux-mêmes parce qu'ils se font de l'argent à l'est du pays en traitant des minéraux que nous avons. C'est ça. C'est une réalité. Alors, au Congo, demain, on est en train de vouloir changer les choses. Est-ce que quand vous avez déjà ces gens-là dans la Constitution, dans votre gouvernement, est-ce que vous ne voyez pas déjà la menace, vous ne voyez pas déjà le mal? Willy Kishiki qui est là, il y a Olivier Kazito, vous pouvez m'en citer d'autres. Ils sont nombreux qui sont là, des Rwandais, des personnes, pas seulement des Rwandais, il y a aussi des Congolais mal intentionnés, des gens que vous pouvez voir que celui-ci, il n'est pas, vous la pouvez appeler aujourd'hui opposant, demain, il peut devenir ennemi. Parce que c'est un monsieur qui n'affiche pas ses vraies ambitions, sa vraie nature. Il est de qui? Un peu comme Vital Kamerhe. Vital Kamerhe n'a pas laissé la présidence de l'Assemblée juste comme ça. Vital Kamerhe était cité l'année passée en avril, quand on parlait des personnes, on disait le général Chiwewe qui voulait assassiner Félix Tshisekedi. Ce coup d'État a été orchestré par Joseph Kabila et on avait cité aussi Vital Kamerhe, que Vital Kamerhe connaissait même le jour de l'assassinat de Félix Tshisekedi. Alors, quand vous avez des personnes qui ne savent pas vous prouver leur loyauté, comment est-ce que vous pouvez expliquer que ces gens-là soient derrière réellement, que ces gens-là ne puissent pas devenir des menaces de demain? Vous comprenez? Donc, c'est un peu une triste réalité que nous vivons dans notre pays et Monsieur le Président a parlé de déboulonnage, on est infiltré, on est en train de changer les choses, mais sur le terrain, sur le papier, il n'y a rien qui est fait. Vous travaillez toujours avec ces mêmes personnes, donc le mal est toujours là. Donc Nanga, aujourd'hui, demain Willy Kashiki, après-demain, on ne sait pas qui encore. Parce que déjà, si vous avez des députés comme le pasteur là, c'est Jules Mpoyi, qui est député, qui disait juste parce qu'on a détruit sa maison, il n'était pas le seul, on a détruit la maison, lui au moins il est même député. On a détruit les maisons des personnes dont les maisons étaient construites en dehors des périmètres alloués par le ministère de l'Aménagement. Alors lui, parce qu'il est député, il a dit, si je n'étais pas pasteur, j'allais joindre la rébellion. Quand vous avez des gens qui disent déjà ça à la télé, un soi-disant député national, il arrive à dire des choses comme ça. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer demain? Si ces messieurs ne trouvaient pas des intérêts dans le gouvernement qui dirige le pays, s'il ne trouve pas ses intérêts, il peut devenir rebelle parce qu'il a déjà affiché ses intérêts, il a déjà dit et avoué ses réelles intentions. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, c'était Décryptage politique avec votre frère Francis. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.